OK. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on avait terminé de présenter l'espace des états associé à un système composé. Si j'ai un système qui est un premier sous-système union un deuxième sous-système, si le premier sous-système a un espace des états H1 et le deuxième H2, eh bien, l'espace des états du système global, c'est simplement le produit tensoriel entre H1 et H2. On avait vu ce que ça voulait dire et on avait vu qu'il n'y avait pas d'autre façon de combiner deux espaces vectoriels pour en faire un autre qui respecte les propriétés de linéarité indispensables à l'établissement de la physique quantique. Et... Excusez-moi, monsieur. Oui, allez-y. Sur Zoom, on ne voit pas le tableau. Ah bon? Non, moi je vois rien, personnellement. Ah oui, c'est vrai, c'est pas... Alors, attendez. Ah bon? Mais moi non plus, je vois pas en fait sur le mien, sur mon contrôle. Ah ouais, alors c'est peut-être que ça passe mal. Ouais. C'est bon là ou... Non, c'est mieux? Non, non, moi non plus, c'est pas terrible. Ça doit être la connexion. Je suis sur UP7D et là... C'est bon? Ah bon, bon, d'accord. Ok. Bah, j'espère que ça s'arrangera pour vous, alors pour ceux qui voient mal. C'est le cas sur mon écran là, de contrôle, mais bon. Ok, je continue. Donc, oui, ce produit tensoriel, je l'ai beaucoup commenté d'un point de vue mathématique, mais au niveau opérationnel, c'est extrêmement simple. Si vous avez pour l'espace H1 une base EI, et pour l'espace H2, une base FJ. Évidemment, vous pouvez choisir la base que vous voulez, mais prenons-en une dans le premier espace et une autre dans le deuxième espace. Eh bien, vous avez une base de l'espace produit tensoriel constituée des EI croix FJ, pour I et J, donc dans I croix J. Et ça, donc, c'est une base, et elle est orthonormée si celle-là est orthonormée, et celle-là aussi. C'est-à-dire qu'entre deux vecteurs propres, EI croix FJ et donc EK, on va dire, croix FL, ce produit scalaire, le produit scalaire de celui-là par celui-là, enfin là du coup je le mets en bras, ce produit scalaire est égal à EI EK fois FJ FL. Ceci définit entièrement le produit scalaire sur les vecteurs de base, et si vous avez le produit scalaire sur les vecteurs de base, vous avez le produit scalaire sur n'importe quel vecteur, puisque vous pouvez décomposer n'importe quel vecteur sur les vecteurs de base. Donc, en fait, tout est là, le produit tensoriel, ce n'est rien d'autre que ça. Toute la justification mathématique qu'on a faite, il ne faut pas l'oublier, mais d'un point de vue opérationnel, ça vous donne le moyen de calculer absolument n'importe quoi. À condition de comprendre comment agit un opérateur sur un objet de l'espace tensoriel, et ça on l'avait vu aussi. Si vous avez un opérateur qui agit sur le premier sous-espace, je le note A1, donc agissant sur H1, et B2, un autre opérateur agissant sur l'espace des états du deuxième sous-système, eh bien, vous avez l'opérateur A1 croix B2 qui agit sur H1 croix H2. De quelle façon? De la façon la plus simple possible. Chacun agit sur sa partie de l'espace vectoriel, produit tensoriel. Et donc, si j'applique ça à EI croix FJ, un certain opérateur,
un certain vecteur de la base canonique qu'on a fabriqué ici, eh bien comment ça agit ça? C'est égal à A croix EI, donc A, pas A croix, A chapeau, pardon, A chapeau appliqué à EI, croix, B chapeau de 2 appliqué à FJ. Et si vous savez comment agit cet opérateur sur les vecteurs de base, vous savez comment il agit sur n'importe quel vecteur par combinaison linéaire. Vous pouvez toujours... Alors, tous les vecteurs de H ne s'écrivent pas comme le produit d'un vecteur de H1 par un vecteur de H2, mais tous peuvent se décomposer comme des sommes de ce type de produit, puisque ça, c'est une base. Donc, vous savez calculer l'action de n'importe quel opérateur sur n'importe quel vecteur. Donc, il n'y a vraiment rien de difficile, il n'y a rien d'autre que ça à savoir. Et on va voir un certain nombre de conséquences de tout ça. Alors, au passage, on avait vu effectivement que ceci étant une base de l'espace global, un état quelconque de H s'écrit évidemment comme une combinaison linéaire des vecteurs de base, donc somme sur IJ de alpha IJ EI croix FJ. D'accord? Et donc ça, c'est la forme la plus générale d'un vecteur du système combiné. Et parmi ces vecteurs, il y a des vecteurs qui ont la propriété de s'écrire, on va dire, je vais l'appeler lambda pour le vecteur 1, croix mu pour le vecteur 2, l'espace, pardon, l'espace 2. Si on peut écrire ça comme ça, donc c'est-à-dire si il existe lambda dans H1 et mu dans H2 tel que, alors on appelle ça un état séparable. Et sinon, on appelle ça un état intriqué. Voilà, c'est tout. Et ce qu'on avait vu, c'est que ne serait-ce que pour le plus simple des systèmes combinés, c'est-à-dire le plus simple des systèmes, un qubit de espace dimension 2, et un autre qubit, donc le plus simple système combiné, mais on avait vu explicitement qu'il y avait des tas d'états de ce système qui étaient des états intriqués, pour lesquels, du coup, il n'existe pas un état bien défini pour le premier sous-système et un état bien défini pour le deuxième sous-système. Néanmoins, l'état du système est parfaitement bien défini. Il n'y a aucun mystère, il n'y a aucune chose bizarre, il n'y a rien qui échappe ni à la logique ni à la compréhension. L'état du système est bien défini, juste, il n'y a pas un état pour le premier et un état pour le deuxième. Mais c'est normal, puisqu'il n'y a pas ces deux sous-systèmes en réalité. Il y a le système global qui peut avoir des états séparés, séparables, mais qui peut avoir d'autres états aussi, très bien. Tout simplement parce qu'on peut faire des combinaisons linéaires. Voilà, donc ça c'est le résumé de tout ce qu'on a vu sur cette partie, sur ce chapitre. Et on va voir maintenant, donc explicitement, on va prendre un cas particulier, on va prendre deux qubits qu'on va prendre comme des spin ennemis, parce que vous avez l'habitude de travailler avec eux. Et on va voir comment agissent les opérateurs, et on va voir ce qui se passe, parce que ça va être là qu'il va se manifester des choses intéressantes, pas mystérieuses, mais un peu inhabituelles et donc intéressantes. Je dis pas mystérieuse au sens, bien sûr, ça peut choquer un peu notre intuition, mais c'est pas mystérieux au sens où la physique quantique dit très clairement ce qui se passe, et quand on fait l'expérience, on trouve exactement ce que dit la physique quantique. Donc il n'y a aucune difficulté dans ces choses-là, mais ça va un petit peu... c'est des choses un peu inhabituelles, donc on va voir ça. On va voir donc ce qui se passe quand on fait une mesure sur un système composé, en particulier lorsqu'il est dans un état intriqué. Voilà. Voilà le programme. Alors, je me suis équipé aujourd'hui
Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Je me suis équipé, j'ai suivi les conseils d'un YouTubeonaute. Est-ce que ça fait quelque chose? Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, alors sauf qu'il faut commencer par le haut, bien sûr. Ah, je vais devenir laveur de tableaux. Là, c'est vraiment pro. Ok, alors, donc je crois que je suis dans un grand 3. Action et mesure. Sur un système de 2 qubits. Alors, premièrement, donc, je pose le problème. On va prendre 2 qubits, on peut prendre n'importe quoi. Hein, ce qui compte, c'est la dimensionnalité de l'espace des états. Pour fixer les idées, et parce que vous avez l'habitude, on va prendre 2 spin and me. Hein, donc, on a un espace des états qui va être engendré par... alors, on va choisir des vecteurs propres plus z pour la première part. Donc ça, c'est, on va dire, H1. Le premier qubit, on va prendre une base plus z moins z. Je vais être explicite pendant un moment, puis après, on va prendre des notations simplifiées, parce que vous allez voir que c'est rapidement lourd à traîner ces notations, mais ça, c'est explicite. C'est pour la première particule, l'état plus z, c'est l'état tel que l'opérateur Sz appliqué à plus z. Alors, je mets des 1 pour préciser que c'est la première particule. Ça fait h bar sur 2 plus z. Et si j'applique Sz1 à moins z1, ça fait moins h bar sur 2 moins z pour la première particule. OK? Donc, vous avez l'habitude de ça. Alors, en fait, je vais faire ça aussi pour le 2. Je ne vais pas tout réécrire. Je vais faire i égale 1 ou 2. Voilà. Bon, bien sûr, il y a d'autres opérateurs qui peuvent agir dans cet espace de Hilbert à 2 dimensions. Par exemple, vous connaissez l'opérateur Sx. Vous savez comment il agit. Si j'agis sur plus z, vous vous souvenez ce que ça donne, ça? Le plus z devient moins z, et le moins z devient plus z. Hein? Ça fait h bar sur 2 moins z. Et appliqué à moins z, on obtient h bar sur 2 plus z. Hein, vous vous rappelez, ça correspond à la matrice, c'est h bar sur 2 fois la matrice de Pauli numéro 1, 0, 1, 1, 0. Hein? Ça vous rappelle quelque chose, ça, quand même? Hein? Ça, ce sera supposé connu, on est d'accord. Enfin, éventuellement, on peut rappeler l'expression des matrices de Pauli, mais enfin, vous connaissez les matrices de Pauli, j'espère. Alors, évidemment, celle-ci, du coup, c'est h bar sur 2, 1, 0, 0, moins 1. Dans cette base-là, évidemment, dans une autre base, ce sera autre chose. Hein. Et puis, l'action de SY, vous vous souvenez, alors, je ne sais jamais si le I, s'il est... C'est h bar sur 2, 0, I, moins I, 0. C'est dans ce sens-là, non? Ou c'est l'inverse? C'est l'inverse? Oui, merci.
suffit de faire le produit pour voir dans quel sens ça tourne, mais voilà, donc ça fait, oui c'est ça, ça fait I h bar sur 2 fois I moins, et puis appliqué à moins, ça fait moins h bar sur 2 I, moins I h bar sur 2 comme vous voulez, plus. Voilà, ok? Alors, donc je continue à faire ce rappel sur les qubits, après on va mettre en œuvre ça. Vous vous souvenez que donc on peut écrire l'opérateur vectoriel S, donc spin, ça ce sont des composantes de spin, composantes dans la direction Y, composantes dans la direction X, composantes dans la direction Z. Ce spin là est un vecteur, donc, si vous voulez, qui a pour composante SX, SY, XZ, si vous mettez dans la base XYZ. Et à partir de ça, vous pouvez faire l'opérateur spin, enfin composante du spin dans la direction U. Prenez une direction U vecteur unitaire. Vous avez la composante du spin dans la direction U, qui n'est rien d'autre que ce vecteur scalaire U. D'accord ? Donc par exemple, et ça c'est important aussi de savoir refaire ça rapidement, si vous avez donc, on va prendre X, Y, Z, une direction petit u, repérée par θ, phi, coordonnées sphériques, standard. Donc vous avez U qui vaut, en fait, si vous l'exprimez dans la base cartésienne, Ux, Uy, Uz, ça fait alors sin, pardon, oui, alors sin θ cos phi Ux plus sin θ sin phi Uy plus cos θ Uz. OK? Ça va pour tout le monde, ça? Donc, hop. Et hop. Donc si vous écrivez S dans la direction U, caractérisée donc par θ phi, bien vous avez ça fois la matrice SX qui est celle-ci, plus ça fois la matrice SY qui est celle-ci, plus ça fois la matrice SZ. Et donc ça vous fait, sur la diagonale, donc il y a juste le terme en SZ. Donc vous avez, alors vous avez h bar sur 2 bien sûr, vous avez cos θ, moins cos θ, pardon. D'accord? Il suffit de l'écrire, hein. Je le fais en direct, hein. Je ne connais pas par cœur. Et puis, vous avez, donc ici, vous avez le coefficient de x, donc sin θ cos phi, ici. Sin θ cos phi, moins i sin θ sin phi. Donc ça fait sin θ, facteur de cos phi, moins i sin phi. Et ça, c'est e puissance moins i phi. Et puis ici, vous avez ça plus i fois ça, c'est-à-dire sin θ e puissance i phi. Voilà. Donc voilà l'opérateur composante du spin dans la direction U, pour U quelconque. Voilà, bon c'est très bien. Voilà un opérateur, alors là qui agit donc sur un qubit.
Non, on va mettre 2 qubits ensemble, mais je termine ce point-là. Enfin, ce rappel, parce que évidemment on va s'appuyer là-dessus. Et la question, c'est quels sont les vecteurs propres de cette matrice? Alors cette matrice, cet opérateur a 2 valeurs propres, qui sont évidemment, c'est une composante de spin 1,5 sur une direction donnée. Les 2 valeurs propres sont plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Hein. Donc si vous faites une mesure de la composante du spin dans la direction U, quelconque, vous trouverez soit h bar sur 2, soit moins h bar sur 2. Si vous êtes dans un état propre pour la valeur h bar sur 2, vous trouverez à tous les coups h bar sur 2. Si vous êtes en état propre pour moins h bar sur 2, vous trouverez à tous les coups moins h bar sur 2. Et sinon, aléatoirement avec la probabilité habituelle. Enfin, celle qui se calcule de la façon habituelle. Alors, donc là, alors je vous le rappelle, en fait, l'état propre que je vais appeler plus U, c'est-à-dire celui qui est justement vecteur propre pour la valeur propre h bar sur 2 de l'opérateur composante du spin dans la direction U. Ce qu'on peut dire de façon un petit peu abusive, mais simple, c'est l'état qui correspond à un spin orienté dans la direction U. Alors, comment s'exprime-t-il? Eh bien, il s'exprime... il suffit de regarder, mais on va gagner du temps, je vais vous le dire. Ça fait, oui, c'est cos θ plus z plus sin θ. Pardon, c'est θ sur 2, non? Oui, c'est ça, θ sur 2. E puissance phi moins z. Effectivement, si vous appliquez... Alors, à chaque fois, je ne l'ai pas reprécisé, pardon. Ça, c'est écrit dans la base plus z moins z, hein, évidemment. Si je l'écris dans la base plus u moins u, cette matrice-là, par définition, ça va être 1 moins 1 h bar sur 2. Dans la base plus u moins u. Enfin, dans la base, celle-là, et avec le moins. OK. Donc, dans la base plus z moins z, notre base canonique du début, celle-ci, effectivement, si, cet opérateur s'écrit comme ça, ce vecteur-là, du coup, vous pouvez l'écrire en vecteur colonne cos θ sur 2 sin θ sur 2 puissance phi. Si vous appliquez ça à ça, vous trouvez, vous faites le produit, et vous allez voir que c'est effectivement vecteur propre pour la valeur propre h bar sur 2. OK? Bien. Faites-le, enfin vous l'avez fait ça au premier semestre. D'accord. Bien. OK. Bon, eh bien on a tout. On a tout. Ouais. Donc avec le signe là, donc ça c'est bien orthogonal à ça. Vous pouvez faire le produit ça fois ça scalaire. Enfin, ça fois ça, plus ça fois ça, bon, enfin bref. Enfin, avec le étoile, vous allez voir que ça fait 0 comme il faut. Enfin bon, bref, tout va bien. OK. OK. Dernier point. Dernier point de rappel. Oui, si vous avez le système alors attendez. Oui, j'ai écrit plus U comme ça. Tous les états du système, pour un qubit, hein, sont forcément un spin orienté dans une certaine direction. Il n'y a pas d'autre façon de faire un état que de l'écrire comme ça. L'état le plus général, c'est évidemment A plus Z, enfin alpha plus Z plus bêta moins Z, avec alpha et bêta quelconque. Mais si, vous savez que vous pouvez écrire ça à une constante multiplicative près, ça va correspondre au même état physique. Donc vous pouvez imposer par exemple que alpha est réel et que
module de alpha carré plus module de bêta carré égale 1. Et par conséquent, si vous faites ça, vous voyez qu'il existe un certain θ tel que, ou un certain θ sur 2, tel que module de alpha c'est cos θ et module de bêta c'est sin θ. Et puis si vous exigez que alpha est réel, du coup 7 égale à cos θ sur 2. D'accord ? Donc les seuls états possibles sont ceux-là. Il n'y a pas d'autre état pour un qubit, enfin pour un spin 1,5, que d'être dans un état où ça pointe dans une certaine direction. D'accord ? Tous les états sont sous cette forme-là, et donc les seuls états possibles, c'est des plus U pour un certain U. Et maintenant, si vous faites... donc si vous êtes dans l'état plus U, et que vous mesurez la composante dans une autre direction V. Si vous mesurez dans la direction U, bien sûr, vous trouvez h bar sur 2 à tous les coups. Si vous mesurez dans la direction V, donc j'ai un U quelconque, voilà l'état dans lequel, voilà la direction du spin dans cet état-là, et je mesure la composante dans la direction V, petit v, quelconque. Qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, je vais obtenir aléatoirement, forcément je mesure une composante de spin, ça peut être que h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. Il n'y a que deux valeurs propres, je n'ai pas le choix. Donc je vais trouver h bar sur 2 avec une certaine proba. Et je vais trouver moins h bar sur 2 avec une autre proba. Quelle est cette probabilité ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez fait ce calcul explicitement. Donc ça fait 1,5 facteur de 1 plus U scalaire V et 1,5 facteur de 1 moins U scalaire V. Vous voyez que si U et V sont orthogonaux, U scalaire V, ça c'est le scalaire des vecteurs dans l'espace 3D. Si U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire si vous avez un spin qui pointe dans une certaine direction et que vous cherchez une composante dans une direction orthogonale, vous allez trouver un coup sur 2 plus, un coup sur 2 moins. Maintenant, si U et V c'est la même direction, évidemment, U scalaire V, ça fait 1, c'est le vecteur unitaire. Donc vous allez trouver à tous les coups h bar sur 2 et jamais moins h bar sur 2. Si V est égal à moins U, donc le produit scalaire vaut moins 1, ça va être l'inverse, etc. Bref, vérifiez ça. Il suffit... comment on obtient cette probabilité ? Vous vous rappelez que la probabilité d'obtenir une certaine valeur GI pour une grandeur grand GI, dans un état, quand on est dans l'état psi, c'est la moyenne du projecteur sur GI. Et ce projecteur, ce n'est rien d'autre que GI. Vous vous souvenez de ça? On l'a revu ensemble. Donc, vous pouvez, si vous voulez, cette probabilité-là, ce n'est rien d'autre que plus U plus V plus V plus U, c'est-à-dire le modulo carré du produit scalaire des deux, de plus U et plus V, et pour la probabilité de trouver moins h bar sur 2, c'est en mettant le moins ici. Voilà. Projecteur sur l'autre. OK? C'est bon? Donc refaites le calcul si vous avez des difficultés avec ça, mais... alors en fait, je vais garder ça, on ne sait jamais. Vu qu'on a 3 tableaux, je vais en profiter.
Ok, alors maintenant, on va passer évidemment à l'action des opérateurs sur un système de 2 qubits. Un qubit, vous connaissez parfaitement. Voyons ce qui se passe pour 2 qubits. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune difficulté. Donc ça, si vous voulez, c'était un, premièrement, rappel spin and me. Je vais le noter là. Deuxièmement, donc, action sur un système de 2 spin and me. Alors, l'idée, donc, c'est qu'on a un premier spin and me, donc on a... allez. Donc H, ça va être un H1 croix H2, produit tensoriel. Et donc, je vais choisir une base, qui va être la base canonique fournie par la base des plus Z moins Z pour le premier, et la base des plus Z moins Z pour le deuxième. Donc, je vais appeler cette base B0. On l'a déjà écrite la dernière fois, je crois. Donc ça va être plus Z pour le premier, croix plus Z pour le deuxième. Ça, c'est le premier vecteur. Le deuxième, ça va être plus Z pour le premier, mais moins Z pour le deuxième. Ensuite, moins Z pour le premier, croix plus Z pour le deuxième. Et moins Z pour le premier, croix moins Z pour le deuxième. Et cette base, je vais en simplifier l'écriture. Je vais l'appeler plus plus, plus moins, moins plus, moins moins. Voilà. Donc quand j'écris plus moins, ça veut dire que le premier est dans l'état plus, le deuxième est dans l'état moins, pour la base Z. Je pourrais construire la même chose pour la base X ou pour la base U, direction quelconque, et je pourrais prendre un mixte. Je pourrais prendre des plus X et puis plus Y. Je pourrais faire ce que je veux. Hein, d'accord ? Je prends, en fait, pour rappeler comment on a construit une base de l'espace global, vous prenez n'importe quelle base pour le premier, n'importe quelle base pour le second, et vous faites le produit tensoriel, et vous avez une base de l'espace global. Et une fois que vous avez cette base de l'espace global, vous pouvez même faire un changement de base pour obtenir une nouvelle base qui peut même être composée d'états qui ne sont pas décomposables comme ça, qui ne sont pas séparables, qui sont intriqués. Il n'y a aucun problème à ça. Et on le fera de temps en temps. Ok. Donc maintenant, que se passe ? Donc, l'état le plus général je vais mettre petit a, cas d'un état séparable. On va commencer par un état séparable, et puis on va faire l'état intriqué après. Alors, un état séparable, c'est un état donc, qui peut se mettre sous la forme lambda pour le premier et mu pour le deuxième. Et cet état-là, ça va être, dans le cas le plus général, ça va être alpha, je vais l'appeler alpha plus Z plus bêta moins Z pour la première particule, croix je vais appeler ça alpha 1, bêta 1, et puis l'autre, je vais l'appeler alpha 2, bêta 2. Alpha 2 plus Z pour la deuxième particule, plus bêta 2 moins Z pour la deuxième particule. Alors, faisons agir maintenant un opérateur quelconque. Bon, en fait, je vais prendre un... je vais commencer par prendre quelque chose de simple. Je vais commencer par prendre l'opérateur
l'opérateur SZ de la première particule. Alors, vous vous rappelez, donc ça, c'est le même opérateur qu'avant, opérateur SZ de la première particule. Vous vous rappelez que cet opérateur agissant uniquement dans cet espace-là, spontanément, il n'agit pas sur un état global. Ce n'est pas le même espace vectoriel. Mais on a vu qu'on pouvait promouvoir cet opérateur en un opérateur qui agit sur H. Alors, je vais le noter. Du coup, je vais le noter S1Z. Difficile de trouver des notations. Et ça va être quoi? Ça va être SZ1, donc ça c'est l'opérateur qui agit dans le premier sous-espace, croix, pour le deuxième ça fait rien, c'est donc l'identité du deuxième sous-espace. D'accord? Donc voilà l'opérateur spin dans la direction Z, enfin composante du spin dans la direction Z, de la première particule. Mais il peut agir sur l'ensemble des deux particules, simplement en agissant que sur la première et en faisant rien sur la deuxième. Donc c'est croix l'identité pour la deuxième. Alors si on applique cet opérateur à notre état ici lambda mu, si je fais donc S1Z appliqué à lambda 1 croix mu 2. Par définition, ça me fait SZ1 lambda croix l'identité appliquée à mu évidemment l'identité appliquée à mu c'est mu. Alors SZ1 appliqué à lambda, lambda on a vu que c'était ça. Ça va donner quoi? Du coup, je le fais, hein, c'est quasiment un TD hein, là qu'on fait, je vous montre comment ça se développe. Donc, si j'applique S1Z à lambda, ben, je vais avoir alpha 1 S1Z appliqué à plus, ça fait H bar sur 2 plus, puisque ce plus Z, il est vecteur propre pour l'opérateur SZ. Donc, H bar sur 2 plus Z. Plus, puisque c'est un opérateur linéaire, donc plus bêta 1, alors plus bêta 1 SZ1 appliqué à lui, ça va faire moins H bar sur 2, donc moins bêta 1 H bar sur 2 lui-même, puisque ça c'est un vecteur propre, pour la valeur propre moins H bar sur 2, donc ça fait ça, croix mu, je le laisse sous cette forme-là, ok? Et donc, ça fait H bar sur 2, facteur de alpha 1 plus mu, plus bêta 1, pardon, moins bêta 1, moins mu. Voilà. OK? Ah, je voulais garder. Non, bon, c'est pas grave. Alors, à quelles conditions ce vecteur-là est vecteur propre de l'autre, de l'opérateur en question?
À quelles conditions c'est vecteur propre? À condition que ce vecteur-là soit le même que celui dont on est parti. Sauf qu'on est parti de alpha plus mu plus bêta moins mu. Donc, si bêta 1 vaut 0, alors on a bien h bar sur 2 fois ce qu'on avait au début. Et si alpha 1 vaut 0, on a bien moins h bar sur 2 ce qu'on avait au début. Mais dans le cas général, vous voyez que ce vecteur n'est pas vecteur propre de S1Z. Normal, puisqu'en fait, le vecteur, la partie 1 du vecteur n'est pas vecteur propre de S1Z. Par contre, donc c'est ça que je réécris là, S1Z de plus Z croix mu, quel que soit mu, ça c'est h bar sur 2 plus Z croix mu. Et de même, appliqué à moins, OK? Donc, ce vecteur-là est vecteur propre pour la valeur propre h bar sur 2, quel que soit mu. Et celui-là, pour la valeur propre, moins h bar sur 2, quel que soit mu. Autrement dit, le vecteur mu, il est complètement spectateur. Et c'est bien normal, on a un opérateur qui agit que sur la première particule. La deuxième particule, elle peut faire ce qu'elle veut. Ça ne change rien à l'action sur la première. Et donc, il se passe pour la première particule exactement ce qui se passait avant. Si j'appliquais maintenant S1x, c'est-à-dire le Sx de la première particule, croix l'identité pour la deuxième, c'est-à-dire je n'agis que sur la première partie, eh bien j'obtiendrai, si j'applique ça à celui-là par exemple, juste un exemple, je ne vais pas tous les faire, hein. J'obtiendrai quoi? Eh bien j'obtiendrai l'action de 1 là-dessus, ça fait, on l'a rappelé, h bar sur 2 moins z, et puis l'autre serait inchangé. Quel que soit mu, etc. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut par exemple... ouais, on verra après si on fait une mesure, ce qui se passe. Je voudrais écrire... Voilà. Donc, voyons comment s'écrit la matrice, ça c'est un opérateur qui agit sur l'espace à 4 dimensions du système global, H1 croix H2. Quelle est la matrice de cet opérateur qui représente cet opérateur dans la base B0? Alors, S1Z plus, ça fait quoi? Enfin, mon plus, vous vous rappelez, hein, c'est ça. Hein. Donc, je l'écris plus vite. Donc, S1Z plus, ça fait, le premier, il est plus, donc ça fait H bar sur 2 fois lui-même, et le deuxième, on ne le touche pas. S1Z plus moins, enfin, le premier, il est plus, donc ça fait H bar sur 2 lui-même, et le deuxième, on ne le touche pas. Le troisième vecteur, ça fait moins plus. Le premier sur lequel agit ça, ça fait moins h bar sur 2 lui-même, et le deuxième, le dernier, on ne le touche pas. Et puis, moins égale moins h bar sur 2 moins. Moralité, la matrice qui représente S1Z dans la base B0, eh bien c'est... Enfin, je vais mettre h bar sur 2 en facteur. 1, moins 1, puis des zéros partout. OK? Dans la base B0. Dans une autre base, ce sera autre chose, évidemment. OK, S1x. Appliqué à plus,
on vient de le voir, ça fait h bar sur 2 moins plus. Ça fait basculer le premier, ça ne touche pas au second. Appliqué à plus moins, bah pareil, ça fait h bar sur 2 moins moins par contre. Ça fait basculer le premier, ça ne touche pas au second. Donc S1x appliqué à moins plus, ça fait basculer le moins en plus. Hein, vous vous rappelez l'action, donc h bar sur 2 plus, puis le deuxième n'est pas touché. Et puis S1x moins moins, ça fait basculer le premier, ça ne touche pas au second. Moralité, quelle est la matrice qui représente l'opérateur S1x, c'est-à-dire composante du spin dans la direction x, de la première particule, et rien pour le deuxième? Eh bien, c'est S1x égale alors plus, donc vous vous rappelez hein, comment on représente la matrice, je prends l'image du premier vecteur et je le développe sur les 4 autres, enfin sur les 4 vecteurs de base. Pas les 4 autres, pardon. Donc plus devient moins plus, qui est le troisième vecteur de la base. Donc 0, 0, 1. Enfin, tout ça fois h bar sur 2, bien sûr. Excusez-moi, j'ai oublié le h bar sur 2. Voilà. D'accord? Ça, c'est l'image du premier vecteur. L'image du deuxième vecteur, qui était plus-moins, vous voyez que c'est h bar sur 2 fois moins. Donc, rien là, rien là, rien là, et moins. Paf. L'image du troisième vecteur, eh bien, ça fait h bar sur 2 fois le premier, plus. Donc, 1, 0, 0, 0. Et l'image du quatrième vecteur de la base, c'est h bar sur 2 fois plus-moins, qui est le deuxième. Donc 0, 1, 0, 0. OK? Et c'est assez joli, c'est comme si on avait ici des matrices de 2, identité, 0, 0 moins l'identité. Ça ressemble à une super matrice de Pauli. Hein, on a dédoublé, c'est quasiment SZ, mais évidemment il est dédoublé. Et puis là, ça ressemble aussi, ça fait un h bar sur 2. C'est presque la matrice de Pauli sigma x. 0, hein, je représente des matrices de 2. OK? Bon, vous pouvez faire la même chose pour S1Y. Ça donnerait quoi? Bah, le plus deviendrait I fois moins. Donc il y aurait un I là. Du coup, un I là. Ici, le plus deviendrait aussi I fois moins. Donc il y aurait un I là. Et puis le moins deviendrait moins I fois plus. Donc il y aurait un moins I là. Et le moins deviendrait moins I fois plus, donc il y aurait un moins I là. Donc S1Y, il n'y a pas besoin d'en faire plus, ce serait moins I, I, puis des zéros partout. OK? OK. Bon, vous voyez le principe, c'est simplissime. Hein, l'action d'un opérateur. Là, c'est un opérateur qui n'agit que sur un qubit. Bon, très bien. Juste pour compléter le tableau, on va regarder juste l'action, par exemple, on va regarder l'action de S2Z, donc composante du spin, du deuxième spin, sur ce système de 2 qubits. Je me mets là. S2Z, je vous rappelle que S2Z, ce n'est rien d'autre que l'identité pour le premier, croix, SZ
agissant dans le deuxième sous-espace. Hein, c'est ça. Donc si j'applique ça, alors si je me mets où? Si je fais S de Z appliqué à plus, alors ça donne quoi ça? Le premier, ça ne le touche pas. Et le deuxième, bah, il est vecteur propre pour la valeur propre h bar sur 2. Donc ça fait h bar sur 2 plus. D'accord? Maintenant, S de Z de plus moins, ça ne touche pas au premier, parce que c'est l'identité pour la première partie. Sur le deuxième, bah, c'est S de Z appliqué à moins Z pour la deuxième particule. Donc ça fait moins h bar sur 2. Lui-même, vecteur propre. Et puis, pareil, pour moins plus, ça va faire h bar sur 2 moins plus. Et pour moins moins, ça va faire moins h bar sur 2 moins moins. Bon, là, on ne voit plus rien, mais ce n'est pas grave. Je vais écrire la matrice ici, comme ça, ce sera clair. S2Z, toujours dans la base B0, c'est h bar sur 2, facteur de 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, et des zéros partout. Donc c'est aussi dédoublé, mais pas de la même façon, là, parce que c'est 1 sur 2, puisqu'on s'intéresse à la deuxième particule. Bon, vous voyez l'idée, et pareil, vous pourriez écrire S de X, on peut le faire à la volée. Ça va être h bar sur 2. Alors ça va être quoi? S de X appliqué à lui, ça ne touche pas au premier, donc ça va faire un plus. Et sur le deuxième, ça fait passer le plus en moins. Donc ça, il va devenir plus moins. Et plus moins, c'est le deuxième. Donc voilà. S de X appliqué au deuxième vecteur de base. Pour le premier, ça ne touche pas, ça va rester plus. Et le deuxième, le moins, va devenir plus. Donc ça va faire plus plus. Donc ça va faire lui. Oui? Ouais. Oui. Oui, alors effectivement, du coup, ça changerait. Si ça, c'était pas un plus Z, mais un plus X, par exemple, je vais l'écrire là. Si vous faites S1X appliqué à plus X de 1, croix n'importe quoi pour 2, mu pour 2. Bah, allez, je mets plus si vous voulez, mais peu importe. Ça va donner quoi? S1X appliqué à plus X, ça fait h bar sur 2 plus X. Pour la première particule, et la deuxième, ça ne la touche pas. Si j'avais mis mu, ce serait mu. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, ce vecteur, il est vecteur propre de S1X, pour la valeur propre h bar sur 2. Parce que celui-là l'est. OK? Ouais. On aurait une matrice 2n fois 2n. Oui, l'espace vectoriel produit tensoriel, H1 croix H2, sa dimension, c'est dim de H1 fois dim de H2. Puisque si vous avez la base EI et la base FJ, ça vous donne la base des EI croix FJ. Donc si vous en avez n là et p là, vous en avez n fois p là. Pour chaque valeur de i, il y a toutes les valeurs de j. Et voilà. Donc là, il se trouve que 2 plus 2, c'est pareil que 2 fois 2. C'est le cas particulier. Donc on peut se laisser avoir. On peut croire qu'on ajoute. Non, on multiplie. D'accord? La dimension de l'espace produit tensoriel, c'est le produit des deux. Puisque pour chaque vecteur de l'un, pour chaque état d'un système, l'autre, il peut faire ce qu'il veut. D'accord? Donc pour chaque vecteur de la base du premier,
vous avez tous les vecteurs de base possibles de l'autre. Donc c'est vraiment le nombre du premier fois le nombre du deuxième. Encore une fois, 2 plus 2, c'est 2 fois 2. Donc, mais vous ne vous laissez pas tromper. Hein. Ok, donc S de x pour le deuxième, ça donne ça. S de x pour le troisième vecteur, c'est-à-dire plus, moins, eh bien, c'est S de x que je mets là? Ah non. Si, c'est ça, oui. Oui. Ah. Ah oui, non, c'est ça. Je ne sais plus où ce que... C'était bon, c'est ça que je faisais, hein, S de x. Ok. Donc S de x pour le troisième, bon, le premier, il ne touche pas, ça reste un moins. Le deuxième, le plus, devient un moins. Donc ça va devenir un moins moins. Et moins moins, c'est le dernier. Dans cette base-là. Et enfin, S de x pour le moins moins, ça ne touche pas au premier, ça reste un moins. Et le moins devient un plus, donc ça devient moins plus qu'est le troisième. Donc voilà la représentation de S de x. Alors évidemment, vous pouvez représenter S dans une direction U quelconque dans la base des V. Non, on ne va pas le faire. Mais vous comprenez bien qu'il suffit de le faire. Voilà. Vous calculez l'image et vous voyez ce que ça donne. Ok. Bien, alors ceci étant fait, reste la question, que se passe-t-il si on fait une mesure? Ah, j'aurais peut-être pu... Il y a un cas qu'on n'a pas fait, c'est par exemple si on fait... allez, on va juste faire vite fait, juste pour le plaisir. Enfin, c'est pas très plaisant, mais... juste faire le petit calcul pour prendre un exemple d'opérateur produit tensoriel. Enfin, là, ils sont produits tensoriels avec l'identité à chaque fois. Je vais... Je vais prendre le cas... Si je fais, on va dire, SZ1 croix SX2. Voilà un opérateur qui vaut ce qu'il vaut. Appliquons ça. Regardons la représentation de cet opérateur. Appliquons-le à ++. Ça donne quoi, ça? Ben, le premier, il est vecteur propre de ça pour la valeur propre h bar sur 2. Donc ça fait h bar sur 2 lui-même. Ça, ce n'est rien d'autre que plus z pour le premier, croix, plus z pour le deuxième. Donc je décompose. Ça fait lui appliqué à lui, ça donne ça. Croix, lui appliqué à lui. Et lui appliqué à lui, ça fait h bar sur 2, et ça change le plus en moins. Oui, j'arrive. Oui? Est-ce que quand on fait des opérateurs comme ça implique qu'on les mesure en même temps les deux? Non, alors, oui, ça c'est important. Appliquer un opérateur, ça ne veut pas dire mesurer une grandeur. Ça n'a rien à voir. Par contre, une bonne façon de voir ce que donnerait la mesure, c'est de voir ce que donne l'application de l'opérateur dans seulement un cas particulier, c'est si le vecteur est vecteur propre. Si vous avez un vecteur qui est vecteur propre d'un certain opérateur, alors vous savez que si vous mesurez la grandeur correspondante, vous allez obtenir la valeur propre en question. Mais s'il n'est pas vecteur propre, vous savez aussi une chose, c'est que vous allez obtenir un résultat aléatoire. D'accord, mais dans la mesure où c'est vecteur propre, quand on fait le croix pour deux opérateurs et qu'on en crée un autre, est-ce que ça implique qu'on les fasse agir en même temps ou pas? Dans la vraie vie, je pense.
Alors, ça aussi, c'est important. Je crois que j'avais fait la remarque la dernière fois, mais c'est vraiment important d'insister là-dessus. Faire agir un opérateur, ce n'est jamais faire évoluer un système. Sauf cas extrêmement particulier, les opérateurs associés à une grandeur physique sont des opérateurs auto-adjoints. Vous avez une grandeur G, vous avez G croix égale G. Ça, c'est des opérateurs, tous les opérateurs associés à des grandeurs physiques. Maintenant, faire évoluer un système, c'est lui appliquer un opérateur d'évolution qui n'est pas auto-adjoint, il peut l'être exceptionnellement, mais sa particularité, c'est d'être unitaire. L'opérateur d'évolution, il vérifie U croix U égale U croix égale l'identité. Vous ne pouvez faire évoluer un état que par une matrice unitaire. Et donc, en particulier, d'ailleurs, S1X ou S1Z n'est pas une matrice unitaire. Puisque ses valeurs propres sont h bar sur 2 moins h bar sur 2. Une matrice unitaire a des valeurs propres dont le module vaut 1. Alors, il se trouve que sigma x, la matrice de Pauli, sigma y et sigma z, sont à la fois unitaires et auto-adjointes. Mais c'est rarissime. D'accord. Donc, je ne suis pas sûr de répondre à votre question, mais je voulais quand même dire cette remarque parce que je vois que vous avez en tête que... qu'est-ce qui se passe quand on applique ça sur un vrai système? Non, mais on n'applique pas sur un vrai système un opérateur. Sur un vrai système, ce qu'on peut appliquer, c'est un opérateur d'évolution. On peut le faire évoluer. Appliquer un opérateur à un système, ça ne veut rien dire. Appliquer un opérateur à un état, oui, ça veut dire quelque chose. Vous regardez ce que ça donne. Et si l'état est vecteur propre, alors vous savez que si vous mesurez la grandeur lorsque le système est dans cet état, il va vous donner la valeur en question. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas appliquer un opérateur à un état. Vous pouvez appliquer un opérateur à un vecteur d'état. Mais donc ça va changer ça va changer le vecteur d'état, ça ne va pas changer le système. Vous ne l'appliquez pas au système. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez appliquer à un système qu'un opérateur d'évolution. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Vous le faites évoluer. Mais sauf exception, en l'occurrence les matrices sigma x, sigma y, sigma z, les opérateurs, les opérateurs auto-adjoints, les grandeurs physiques, ne sont pas des opérateurs unitaires. Donc ils ne peuvent pas faire évoluer le système. Et c'est le cas pour SZ, parce que SZ, c'est h bar sur 2 sigma z. Lui, vous pouvez l'appliquer à un système, lui, jamais de la vie. Mais donc, c'est une exception, c'est une anecdote que ça puisse aussi être un opérateur d'évolution. Oui. Si on avait fait le produit tensoriel de l'opérateur avec le 1 en bas et le 2 en bas, S1Z en bas et S2Z en bas, ça aurait donné la même chose? Ah non, c'est-à-dire, lui, c'est déjà un opérateur qui agit dans H. Donc, vous ne pouvez pas lui faire produit tensoriel avec un autre. Parce que, d'accord, ce serait un super espace. Ok, alors juste pour finir ça... Monsieur, excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, j'avais une question. En fait, j'ai du mal avec le fait qu'on puisse appliquer sur chacun des sous-systèmes des opérateurs qui soient différents. En fait. Pour moi, dans ma tête, si on applique un opérateur à un système, enfin l'état du système, on doit l'appliquer du coup sur les deux. Parce que du coup, dans le cas où on a des états qui sont inséparables, en fait, construire un état global, c'est juste une construction mathématique, parce qu'au final, on peut les considérer comme totalement indépendants et faire juste une mesure sur l'un ou sur l'autre. Oui, mais vous voyez que c'est un peu la même confusion, mais c'est normal que vous la fassiez, c'est que vous confondez appliquer un opérateur à un état et faire une mesure de la grandeur correspondante. C'est pas la même chose. Quand on fait une mesure, on obtient un résultat aléatoire qui correspond au produit scalaire de l'état, enfin au module carré du produit scalaire de l'état avec le vecteur propre de la grandeur qu'on mesure. C'est quelque chose de complètement différent en fait. Et on se fait avoir parce qu'effectivement, les grandeurs physiques,
enfin, les opérateurs associés aux grandeurs physiques sont donc associés à des grandeurs physiques, et on se dit, ah bah oui, faire la mesure, c'est appliquer cet opérateur. Non, non, pas du tout. Faire la mesure de, je sais pas, faire la mesure de la quantité de mouvement d'une particule, ça ne revient pas à appliquer l'opérateur quantité de mouvement. Appliquer l'opérateur quantité de mouvement, c'est prendre la fonction d'onde et la dériver par rapport à x, enfin à moins IH bar près. Ok, ça donne une autre fonction d'onde. Ça vous dit ça vous donne aucune réponse à la question quelle est la quantité de mouvement, voyez. Donc, il faut faire attention à ça. Les opérateurs qui représentent les grandeurs physiques, ils sont ce qu'ils sont, on les a fabriqués. Je vous rappelle qu'on les a fabriqués. C'est pour ça que j'ai insisté au début en disant, vous avez une grandeur physique G, pour laquelle il y a des états que je note GI qui peuvent avoir, enfin auxquels correspondent des valeurs bien définies GI. Et j'ai dit, bon, ben à partir de ça c'est une réalité physique, il y a des états qui ont une valeur bien définie. Et on a dit, bon, ben à partir de ça, on peut fabriquer un opérateur qui agit dans l'espace des états, on peut fabriquer G, mais on le postule, on fabrique G tel que G appliqué à GI soit égal à GI, GI. C'est-à-dire cet opérateur, on le construit de telle façon que les états qui ont une valeur bien définie GI sont vecteurs propres pour la valeur propre GI en question. Donc on a décidé de fabriquer ce G comme ça. Et je vous ai dit, quand j'ai dit ça, je vous ai dit, ok, très bien, je peux en fabriquer 10 milliards d'autres, des opérateurs. Je peux fabriquer un opérateur G' tel que, appliqué à GI, ça donne racine de GI plus 1 au carré, sinus de GI sur GI moins 1 fois G3. Voilà un opérateur. Je peux le représenter dans la base que je veux. Ok, c'est un opérateur, je l'ai fabriqué de toutes pièces comme l'autre. Sauf que celui-là, il ne sert à rien. Celui-là, il sert à quelque chose. Mais il faut voir à quoi. Il ne sert pas à mesurer un état. Ça ne veut rien dire. J'ai fabriqué un opérateur. Ok. À quoi il sert? Eh bien, il sert au fait que si je veux connaître la valeur moyenne de la grandeur G, si je mesure la grandeur G dans un certain état psi, eh bien, ça va être aléatoire ce que j'obtiens, mais la valeur moyenne que j'obtiens, ça va être psi G psi, divisé par psi psi si psi n'est pas normé. Donc c'est utile cet opérateur-là. Et avec quelle probabilité je vais obtenir la grandeur GI si je mesure dans un état psi? Eh bien, avec la probabilité projecteur sur l'état GI, psi, psi, moyenne de cet opérateur-là. Donc cet opérateur-là aussi, il est très utile. Donc on a fabriqué un opérateur comme ça parce qu'il a une certaine utilité. Mais cette utilité, ce n'est pas de dire ce qui se passe quand on mesure la grandeur en question. Par contre, si on a un état qui est vecteur propre d'un certain opérateur, par exemple, ça c'est un certain opérateur. Si vous trouvez un état qui est vecteur propre de cet opérateur-là, et vous pouvez toujours en trouver, si c'est un opérateur hermitien, vous pouvez le diagonaliser. C'est-à-dire, s'il représente une grandeur physique, il existe une base de vecteurs propres. Donc, si vous trouvez la base des vecteurs propres, alors vous savez que si vous êtes dans l'un de ces vecteurs propres, si vous mesurez la grandeur cette fois, étant dans cet état, vous allez trouver un résultat à coup sûr qui est précisément la valeur propre associée. Donc, encore une fois, les opérateurs associés à des grandeurs physiques, ils ont une utilité, mais cette utilité, ce n'est pas de dire ce qui se passe quand on fait une mesure de la grandeur en question. Parce que faire une mesure ou faire n'importe quoi sur un système, c'est appliquer à ce système, enfin à l'état de ce système, un opérateur unitaire. Et sauf exception rarissime, un opérateur associé à une grandeur physique n'est pas un opérateur unitaire. Aucune raison.
D'abord, il faudrait que ces valeurs propres soient toutes 1 ou moins 1. Parce qu'en plus, il faudrait qu'ils soient auto-adjoints, donc ça pourrait... Voilà. Enfin, voilà, si vous avez une grandeur physique qui est des valeurs propres, qui n'est pas 1 ou moins 1, déjà, oubliez, ça ne sera jamais l'affaire. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je vais maintenant traiter, voir ce qui se passe justement quand on fait une mesure, et peut-être ça va éclairer. Oui ? Et ça correspond bien au résultat qu'on peut obtenir si on effectue un grand nombre. Oui. Ça, c'est si on faisait 100 milliards de mesures sur 100 milliards de copies du même état, on trouverait en moyenne ce nombre-là. Voilà, absolument. D'où l'intérêt d'introduire ce truc-là. C'est voilà. Ok. Alors donc je termine juste ce petit bout-là et puis après on va voir justement qu'est-ce qui se passe quand on fait une mesure. C'était juste pour prendre cet exemple. Vous voyez, c'est pas inutile parce qu'effectivement, ça soulève des questions. C'est important de se poser ces questions parce que cette erreur-là que vous êtes plusieurs à exprimer, c'est une erreur archi-classique. Enfin, je veux dire, il faut absolument s'être trompé 12 fois avant de vraiment que ça rentre. Appliquer un opérateur à un état, ça donne un autre état, mais c'est pas du tout faire la mesure de la grandeur. Ça n'a strictement rien à voir. Tout simplement, ça n'a rien à voir. Ok, donc, SZ appliqué à plus, SZ de 1 appliqué à plus, ça donne H bar carré plus. SX de 2 appliqué à plus, ça donne H bar carré moins. Et donc, vous avez ici, H bar sur 2, pas H bar carré, ça donne H bar carré sur 4, plus moins. SZ1 croix plus X appliqué à plus moins, ça donnera H bar carré sur 4, plus reste lui-même, et moins devient plus. Appliqué à moins plus, ça donne H bar carré. Alors attention, ça donne quoi là? Appliqué à moins plus, SZ appliqué à moins Z, ça donne moins H bar sur 2. Hein. Et l'autre, le SX, fait passer de plus à moins avec H bar sur 2. Donc là, ça fait moins H bar carré sur 4, moins, moins. Et appliqué à moins, moins, ça fait moins H bar sur 2 fois H bar sur 2, donc moins H bar sur 4. Le premier reste moins, le deuxième devient plus. Et donc, vous voyez que la matrice ici, de cet opérateur, dans la base B0, notre base depuis le début, là, c'est, alors le premier devient, alors il y a un H bar carré sur 4, le premier devient le deuxième, le deuxième devient le premier, le troisième devient moins le quatrième, et le quatrième devient moins le troisième. Voilà, un autre exemple. Est-ce que vous pouvez trouver un vecteur propre de cet opérateur? Parce que là, vous voyez qu'il n'y a aucun qui est vecteur propre, là. Il y en a qu'un qui donne un multiple de lui-même. Est-ce que vous pouvez trouver un vecteur propre de cet opérateur? Regardez, si vous faites lui plus lui, là, je vous le fais naïvement et après vous allez voir que la réponse était évidente après coup. Mais si vous faites lui plus lui, ça va faire, et que vous appliquez ça, ça va faire ça appliqué à ça, plus ça appliqué à ça. Et donc ça va faire H bar carré sur 4 plus moins, plus H bar carré sur 4 plus plus. Donc ça va faire H bar carré sur 4, plus moins plus plus plus, c'est pareil que plus moins, ça va faire H bar carré sur 4 fois lui-même. Autrement dit, le vecteur plus moins, si j'appelle ça grand A, si vous voulez,
je vais avoir A appliqué à ça, qui vaut h bar carré sur 4 fois lui-même. Pardon pour le... Yes? Alors vous me direz, ça c'est pas normé, très bien. Allez, sur racine de 2, ça y est, il est normé. Enfin, ça ne change rien, ça restait vrai. Donc voilà un vecteur propre de cet opérateur-là. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur-là? Ça, c'est, je vous rappelle que ça, c'est plus pour le premier, plus z pour le premier, croix plus z pour le deuxième. Et ça, c'est plus z pour le premier, croix moins z pour le deuxième. Tout ça, 1 sur racine de 2, d'accord? Et du coup, bah vous pouvez mettre plus z en facteur, là. Cet état, il est séparable, en fait. Le premier plus z1, là, ça, c'est pareil que plus z1, croix, plus z2, plus moins z2, sur racine de 2. Vous le voyez, ça? C'est distributif, le produit tensoriel. Donc ça plus ça, ce n'est rien d'autre que plus z, facteur de ça plus ça. Yes? Et vous le reconnaissez, lui? Bah oui. C'est plus x. Comme par hasard. Ça, ce n'est rien d'autre que plus z pour le premier, croix, plus x pour le deuxième. Bah évidemment qu'il est vecteur propre de cet opérateur. Puisque le premier est vecteur propre de lui et le deuxième de lui. Du coup, je vous en fais d'autres des vecteurs propres de cet opérateur. Par exemple, plus z pour le premier, croix, moins x pour le deuxième. En voilà un autre vecteur. Un vecteur séparable, qui est vecteur propre avec la valeur propre h bar sur 2 pour sz de la première particule, et vecteur propre pour la valeur propre moins h bar sur 2 pour la composante x du spin de la deuxième particule. Et donc, ça, en fait, lui est vecteur propre avec plus h bar sur 2, lui avec moins h bar sur 2. Eh bien, tout ça est vecteur propre de ce produit d'opérateurs pour la valeur propre, produit des deux, moins h bar carré sur 4. OK? Vous voyez comment ça marche? Si vous êtes vecteur propre, si vous avez un opérateur A croix B, A pour 1, croix B pour 2, fois un vecteur propre appliqué à un vecteur propre, je vais l'appeler AI pour la première particule, croix BJ pour la deuxième, bah ça va donner AI BJ fois lui-même. Avec la notation habituelle que AI, c'est vecteur propre de grand A avec la valeur propre AI. OK? Vous voyez que le spectre de cet opérateur, ça va être tous les produits de A2 des valeurs propres de chacun des opérateurs. Ah, vous voyez. Bon. Ouch. Je suis allé un peu plus loin que je voulais là, mais je pense que ce n'est pas inutile. Alors, que se passe-t-il maintenant si on fait une mesure? C'est bon? Pas de questions?
voyez que c'est très intuitif la façon dont ça fonctionne. Alors. Donc là, on a vu comment ces opérateurs agissaient sur chaque vecteur de base. Si on veut agir sur un vecteur quelconque, ben on procède par combinaison linéaire, hein, puisque chaque vecteur, chaque état peut se décomposer sur la base des vecteurs propres. Ok, alors. Alors, je ne sais plus où j'en suis, deuxième, troisième, je ne sais pas. Deuxième. Mesure. Mesure sur 1 qubit d'un système de 2 qubits. Alors, à nouveau, mes qubits sont des spin ennemis ici, mais ce serait pareil, quoi, quel que soit le support physique en question. Alors maintenant, je vais mesurer Sz pour la première particule. Alors, on a vu... Est-ce que c'est encore au tableau? Non. On a vu les vecteurs propres de S1Z, S1Z ici, comme ça. Hein, ce S1Z, c'est SZ pour la première, croix, rien pour la deuxième. En fait, vous savez quoi? Je vais pas les... Ça ne veut rien dire mesure d'un opérateur. On le fait souvent, mais c'est mesure de la grandeur physique auquel on associe l'opérateur. Donc je vais juste l'appeler S1Z sans le chapeau. C'est la grandeur physique, d'accord? La composante du spin de la première particule dans la direction Z. Okay, c'est une grandeur physique comme une autre. Si je la mesure, que se passe-t-il? Eh bien, si je suis dans un état qui a une valeur bien définie de cette grandeur physique, alors je vais obtenir cette valeur, la valeur en question. Quels sont les états qui ont une valeur bien définie de cette grandeur? Eh bien, ce sont justement les états propres, les vecteurs propres, de l'opérateur associé. Et ça, on les a vus, puisque je vous rappelle que l'opérateur associé à cette grandeur physique, il s'écrivait, dans notre base B0 canonique, il s'écrivait 1, 1, moins 1 et des zéros partout. Donc on a plus et plus moins qui correspondent à la valeur propre h bar sur 2 et moins plus et moins qui correspondent à la valeur propre moins h bar sur 2. OK? Tout simplement parce que le deuxième est spectateur et donc le premier, si les vecteurs propres, est vecteur propre. Bien. Alors maintenant, supposons qu'on ait un état, donc un petit a, état séparable, psi égale
lambda 1 croix mu 2. Alors déjà, quelle est la valeur moyenne qu'on va obtenir si on mesure, donc j'ai cet état-là, je mesure la composante Z du premier spin. En gros, par exemple, j'ai 2 électrons, je fais passer le premier dans un Stern-Gerla orienté dans la direction Z et je regarde s'il dévie vers le haut ou vers le bas, typiquement. S'il dévie vers le haut, c'était h bar sur 2, si je dévie vers le bas, c'est moins h bar sur 2. OK. Alors, la valeur moyenne de S1Z, par définition, c'est psi S1Z chapeau. Cette fois, l'opérateur, justement, je crée l'opérateur pour pouvoir faire ça. Psi. Et ce S1Z, alors je vais l'écrire explicitement, ce S1Z, c'est, alors d'abord je vais écrire psi explicitement, ça va être le bras lambda de la première particule croix le bras mu de la deuxième, fois SZ de la première particule croix l'identité de la deuxième, puisque ça ne fait rien sur la deuxième, fois lambda pour la première, croix mu pour la deuxième. Pardon, c'est un peu petit là. Juste réécrit psi. Ça fait quoi ça? Donc vous voyez, une fois qu'on a la technique, c'est facile, on calcule. On veut savoir quelle est la valeur moyenne qu'on va obtenir, on fait le calcul. Donc on applique ça. Ça c'est un bras bien défini, ça c'est un opérateur bien défini, ça c'est un quête bien défini. Pouf, on y va. Alors, cet opérateur appliqué à ce quête, eh bien c'est SZ appliqué au premier, croix l'identité appliquée au second. Donc ça fait... Donc je laisse le bras là, lambda pour le premier, croix mu pour le deuxième. Donc ça va être ce bras appliqué au quête qui résulte de ça. Alors le quête qui résulte de ça, c'est SZ appliqué à lambda pour le premier, enfin SZ1 lambda, croix. Donc j'ai ce quête là, fois... Pardon, ce bras-là appliqué à ce quête-là, donc l'identité fois mu, c'est-à-dire mu. Mu pour le deuxième. OK? Alors, vous vous rappelez comment on fait le produit hermitien dans l'espace produit tensoriel? Ça, appliqué à ça, c'est le premier bras appliqué au premier fois le deuxième bras appliqué au deuxième quête. D'accord? Le produit H de A croix B, C croix D. Vous vous rappelez que c'est H1 de A et de C fois H2 de B et de D. Ça, c'est le produit hermitien dans le premier sous-espace, enfin dans H1. Ça, c'est le deuxième dans H2, enfin H2, espace de Hilbert 2. Et si vous faites un produit tensoriel comme ça, le produit scalaire de lui et de lui, c'est le produit scalaire de lui avec lui fois le produit scalaire de lui avec lui. Hein, on avait vu que c'est ça que donne le fait de dire que la base des EI croix FJ, vous vous rappelez qu'on construit à partir de la base des EI, de la base des FJ dans chacun sous-espace, est orthonormée. Si ça c'est orthonormé, alors on a ça. Donc là, en particulier, c'est vrai tout le temps, en particulier ici, donc ce nombre-là, c'est-à-dire ce bras appliqué à ce quête, c'est en fait lambda pour le premier appliqué à SZ1 pour le premier ici, fois, et ça c'est un fois des nombres réels, hein, enfin des nombres complexes plus exactement, fois mu pour le deuxième, appliqué à mu pour le deuxième.
Alors j'aurais pu... Là j'ai supposé que l'état était normé. S'il ne l'est pas, il faut diviser par la norme. Hein, vous vous rappelez, pour avoir le produit scalaire. Faites bien attention à ça, parce que si jamais vous avez des états qui ne sont pas normés. Alors si vous divisez par la norme là, il faut diviser aussi par, bien sûr par la norme là. Et du coup, vous auriez... Et justement, la norme de ça, psi psi, c'est pareil, c'est ce bras-là appliqué à ce quête, et ce bras-là, enfin le bras global appliqué au quête global, c'est justement le bras lambda appliqué à lambda, fois le bras mu appliqué à mu. Fois mu mu. Hein, donc si on avait divisé ici par psi psi, si ce n'était pas normé, on aurait ici divisé par lambda lambda, et ici divisé par mu mu. Dans tous les cas, donc, ça, donc soit il est normé, soit je le divise, ça fait 1, c'est la norme de mu. Je vais peut-être le faire explicitement, en divisant par lambda lambda. J'aurais dû le faire dès le début, vous m'excuserez. Donc si c'était normé, c'était ce que j'ai mis. Si ça ne l'est pas, ça donne ça quand même. Et de toute façon, du coup, ça c'est égal à 1, évidemment. Et ça, c'est quoi? Eh bien ça, c'est la moyenne de Sz dans l'état lambda. Pour une particule. Vous voyez? Ça, c'est la moyenne de Sz1 dans l'état lambda. Ça, c'est intéressant. On est parti de la moyenne de Sz1, mais de la grandeur globale dans l'état psi. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est la valeur moyenne de la première particule, c'est tout. Ben oui, ça ne fait rien sur la deuxième. La deuxième est complètement spectatrice ici. Donc si vous avez un état séparable, bien sûr, hein, ici c'est un état séparable, si la première particule a un certain état, et que vous faites une mesure d'une grandeur, ici j'ai pris S1Z, mais j'aurais pu faire ça avec n'importe quelle grandeur physique, si vous faites une mesure d'une grandeur physique qui concerne juste la première particule, et que la première particule est dans un certain état, ben vous allez obtenir la valeur moyenne pour cette particule-là, indépendamment de l'autre. C'est ce qu'on vient de montrer ici. Alors, j'ai mis S1Z, vous voyez bien qu'à aucun moment je me suis servi du fait que S1Z c'était la composante suivant Z d'un spin. Je peux l'appeler G ici, n'importe quelle grandeur, ceci reste vrai. Donc, la valeur moyenne de G lorsqu'on est dans l'état de G qui s'applique à la particule 1. Lorsqu'on est dans l'état... Je vais l'écrire en grand ça parce que c'est important. C'est la conclusion générale qui va nous donner en fait une deuxième chose au passage qui va être très sympathique. La conclusion de ce calcul, j'aurais dû l'appeler G dès le début parce qu'à aucun moment je me sers de la grandeur particulière. La conclusion, c'est que si je fais moyenne d'une grandeur G dans un état, donc une grandeur G qui s'applique à 1, lambda 1 croix mu 2, donc état séparable, eh bien ça, explicitement G1 croix l'identité de 2. Comme ça, c'est explicite que je parle d'une grandeur une grandeur physique qui concerne la première particule. Eh bien ça, c'est égal à
moyenne de G1 dans l'état lambda 1, et c'est tout. Parce que la moyenne de l'identité dans mu, c'est... Et d'ailleurs, la moyenne de A pour 1 croix B pour 2, lorsqu'on est dans l'état lambda 1 croix mu 2, état séparable, eh bien c'est égal à la moyenne de A dans l'état lambda fois la moyenne de B dans l'état mu. Donc ça, c'est les valeurs moyennes. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir les valeurs individuelles? Eh bien, comme on l'a rappelé il y a une demi-heure, la probabilité d'obtenir une certaine valeur, c'est la moyenne du projecteur sur le sous-espace vectoriel correspondant à cette valeur. Vous vous rappelez? Comment je vais écrire ça? Je vais prendre le cas d'une grandeur non dégénérée. Et après, on verra. Voilà les vecteurs propres associés à la grandeur G. Et ça, c'est pour la particule 1. Voilà. D'accord. La probabilité d'obtenir GI lors d'une mesure de G la particule 1, c'est égal à psi, alors quand on est dans l'état psi, c'est égal à psi GI psi. C'est-à-dire le module au carré de GI psi, hein, pour la particule 1. Donc quel que soit l'état de la particule 2, pour un état séparable. Pour un état intriqué, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'état pour chacune des particules. Donc on ne va pas pouvoir écrire quelque chose comme ça. Et donc pour une particule, vous voyez que si vous mesurez la grandeur physique associée à une particule d'un système global, parce que vous obtenez, c'est très simple, et les probabilités, c'est les mêmes que s'il n'y avait que la première particule. Peu importe l'état de la deuxième. Alors, donc ça c'est évident, enfin d'accord. En fait, si elles ne sont pas intriquées, que la deuxième particule soit là ou pas, ça ne change rien tant que vous mesurez qu'une particule. Donc vous savez déjà faire. Et le point clé, c'est que n'importe quel état, y compris un état intriqué, peut s'écrire comme une combinaison linéaire d'états pas intriqués. Bon, bah donc vous savez tout faire en fait. Il y a juste à décomposer sur une base d'états comme ça. Oui? Ça serait la somme des valeurs moyennes sur HT fois la somme des valeurs moyennes sur HT. Si c'est un truc. Je saisirais comme une somme de
Ah, on va voir, on va voir. Il faut faire un tout petit peu attention, mais on va voir. Quelle heure est-il, là? Ah oui, on ne va pas voir beaucoup, mais on va juste poser le problème. Ok, je vais... Oui? Vous avez noté psi avec un indice petit a, et je ne vois pas très bien. Ah oui, pardon, oui, merci. Vous avez bien raison. Ouais, absolument. Ah, mais du coup, non, oui, oui, merci. Vous avez raison. Et donc, lambda 1, mu 2, et là, c'est lambda 1. C'est ça que je voulais dire. Merci. Voilà. OK? En gros, on ne s'occupe pas de la deuxième. Donc, c'est évident, j'aurais pu juste vous le dire, mais je le montre formellement en développant le calcul, en faisant explicitement le calcul, le ket appliqué le bras appliqué à l'opérateur appliqué au ket, parce que c'est ça qu'on va faire dans le cas intriqué, parce que dans le cas intriqué, on n'a pas le choix. Et on va voir ce que ça donne. Je voulais juste vous montrer qu'on retrouve ce qu'on attend dans le cas pas intriqué. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Et de toute façon, le fait que la moyenne... Enfin, le fait que la moyenne d'une grandeur, c'est bras opérateur ket, c'est vrai pour un système simple, c'est donc vrai pour n'importe quel système physique. Enfin, quand on a établi la physique quantique depuis le début, à aucun moment on a dit c'est un système qui est pas composé. Ça veut dire quoi, pas composé? Enfin, c'est n'importe quel système. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai pour n'importe quel système. Eh bien, un système composé, c'est un système comme un autre. Donc, les règles ne peuvent pas changer, évidemment, suivant qu'on considère le système comme formé de sous-systèmes ou pas. Le système, il est ce qu'il est, il ne sait pas qu'il est composé de sous-systèmes. Enfin, peu importe. OK. Donc, ça va être un petit b, état intriqué. Bon, là, je vais reprendre mon système de 2 qubits. Donc, je vais écrire l'état général, enfin, état intriqué, je devrais dire hein, état général, en fait. Intriqué ou non, ce sera vrai aussi s'il n'est pas intriqué. Donc, l'état le plus général, c'est alpha plus bêta plus moins, plus gamma moins plus delta moins moins. Voilà l'état le plus général qu'on puisse écrire. Celui-là, contrairement au précédent, qui était explicitement séparable, il n'y a rien de me garantit que je puisse le mettre sous forme d'un état pour le premier qubit, croix un état pour le deuxième. Mais je vais faire la mesure de S1Z. C'est-à-dire, je mesure la composante suivant Z du premier qubit. Je me fiche du deuxième, mais par contre, l'état, il s'en fiche peut-être pas du deuxième. Mais moi, je mesure le premier. Alors, quelle est la valeur moyenne déjà? Commençons par la valeur moyenne.
qu'est-ce que je vais obtenir comme valeur moyenne? S1Z dans l'état psi. Eh bien, ça va être... Alors, ça va être psi, donc SZ1 croît à l'identité pour le deuxième psi. Et donc, il suffit d'écrire comme on a fait juste avant. Je prends le bras là, je retourne celui-là. Alors attention, hein, quand on prend le bras, les alpha deviennent alpha étoile, les bêta deviennent bêta étoile, etc. Hein, d'accord? Donc on prend le bras, on fait fois ça appliqué à lui-même. Alors ça appliqué à lui, ça fait, donc je vais l'écrire là, donc ça c'est égal à psi, le bras je le développe pas, oh bah, après tout si. Donc ça fait alpha étoile plus bêta étoile plus moins gamma étoile moins plus delta étoile moins appliqué à alors appliqué à ça sur psi. Alors je pourrais faire dans le cas d'une grandeur générale. Non, je vais rester avec SZ pour fixer les idées. Donc SZ1 appliqué à lui, ça va faire alpha h bar sur 2 lui-même plus bêta h bar sur 2 lui-même. Là, attention, SZ1, là, ça va me faire sortir un moins h bar sur 2. Moins gamma h bar sur 2, moins plus. Moins delta h bar sur 2, moins. Et il n'y a plus qu'à faire ce produit. C'est facile, puisque c'est une base orthonormée ici. Donc, appliqué à plus, ça fait 1, mais sinon, plus appliqué à tous les autres, ça fait rien. Enfin, ça fait 0, pardon. Et pareil pour les autres. Donc ça fait simplement module de alpha carré, alpha étoile fois alpha, h bar sur 2, plus module de bêta carré, h bar sur 2, moins module de gamma carré, moins module de delta carré. Ben voilà, tout simplement. OK? Voilà la moyenne qu'on va obtenir, tout simplement. Mais bien sûr, ça c'est les valeurs moyennes. Évidemment, si je fais une mesure sur cet état, je vais obtenir aléatoirement un certain résultat. Alors lesquels, avec quelle probabilité? Bon, cet opérateur a que deux valeurs propres, plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Donc je vais obtenir l'une ou l'autre de ces valeurs propres. Avec quelle probabilité? La probabilité d'obtenir plus h bar sur 2. Ça va être quoi? Eh bien, par définition, ça va être psi. Ici, le projecteur sur le sous-espace propre plus h bar sur 2 de la particule 1, je vais le noter comme ça, psi. D'accord? C'est la valeur moyenne du projecteur sur le sous-espace correspondant à la valeur qu'on obtient. S'il n'y a qu'un seul vecteur propre, c'est juste... S'il n'y a qu'un seul vecteur correspondant à cette valeur-là, eh bien, ça me donne le module au carré du produit scalaire sur ce vecteur. Oui? Là? Ouais. Donc, c'est le projecteur sur le sous-espace plus h bar sur 2 pour la première particule. Donc, virgule 1 peut-être. Enfin, je ne sais pas comment le mettre. Ou 1 comme ça. Ouais, vous voyez.
Alors, c'est quoi ce projecteur? Quels sont... Oui? Pardon? Alors, pas uniquement, justement, parce que quels sont les vecteurs propres pour la valeur propre h bar sur 2 de S1Z? Il y a lui, mais il y a lui aussi. D'accord? Ces deux vecteurs, vous vous rappelez, on a calculé explicitement S1Z appliqué à ça, ça faisait h bar sur 2 lui-même, et S1Z appliqué à ça, ça fait h bar sur 2 lui-même. S1Z appliqué à ça, ça fait moins h bar sur 2 lui-même, et là, moins h bar sur 2 lui-même. Donc, il y a deux, c'est un espace de 2 dimensions chacun. Donc, ce projecteur-là, c'est quoi en fait? C'est plus, moins, plus. Ils sont deux. D'accord? Voilà. Donc le voilà le projecteur. Et donc ce que vous voyez, c'est que ça fait finalement, cette proba là, ça fait psi appliqué, donc ça fait psi scalaire plus fois plus scalaire psi. Je l'écris, hein, je développe ce produit. Ça fait psi plus psi plus psi plus moins et moins plus psi. Ça c'est alpha, ça c'est alpha étoile, ça c'est bêta étoile, ça c'est bêta. Parce que c'est le produit scalaire de ce vecteur avec psi, bah oui, c'est bêta, et l'autre c'est le complexe conjugué. Donc ça, c'est module de alpha carré plus module de bêta carré. OK? De la même façon, bien sûr, la probabilité d'obtenir moins h bar sur 2, bah, c'est psi, le projecteur sur la valeur propre, le sous-espace propre correspondant à la valeur propre moins h bar sur 2 pour la particule 1 toujours, bien sûr, psi. Et ça fait, eh bien, module de gamma carré plus module de delta carré. Oui? Ah oui, merci. Ah oui, là aussi. Ah oui, excusez-moi. Merci. Bien sûr. Oui. Comme c'est le bras. Oui, mais on n'inverse pas parce qu'en fait, en fait, si c'est plus croix moins, ça, et le bras de ça, donc pour la première particule et pour la deuxième. Le bras de ça, c'est pour la première, c'est plus, et pour la deuxième, c'est moins. On laisse la première en premier et la deuxième en deuxième, dans le produit vectoriel, dans le produit tensoriel. Ouais. Oui, il faut faire attention aussi à ça. D'ailleurs, c'est cette erreur que j'ai faite, j'ai dû faire mentalement, à force de tout inverser. Voilà, donc faisons bien attention à ça. C'est un produit tensoriel. Par convention, on garde le premier en premier et le deuxième en deuxième. Quoi. On pourrait prendre une autre convention, hein, mais... OK, donc vous voyez, en fait, on a un état quelconque. Ah ouais, OK, bah, je vais m'arrêter. Bah voilà, on va s'arrêter là. Donc, on a un état quelconque, on mesure une grandeur quelconque, et vous voyez qu'on a à la fois la valeur moyenne et la probabilité. Ça se passe exactement comme on s'y attend. Ces deux vecteurs-là donnaient h bar sur 2. Ces deux-là, moins h bar sur 2. Si vous mesurez la grandeur, vous allez obtenir h bar sur 2 avec la norme de cette partie-là et moins h bar sur 2 avec la norme de cette partie-là. Au carré, pardon. Enfin, oui, non, la norme, c'est ça. Enfin, non, le module au carré. Enfin, comme d'habitude, en fait.
Le fait qu'il soit 2 et qu'il soit intriqué ou pas, ça ne change rien. Bon, on reprendra ça et on fera le paradoxe EPR. Ah non, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après du coup.